Bienvenue dans Comme toujours, chaque semaine nous refaisons l'actualité mais au travers des images et surtout de leur résonance médiatique et de leur résonance sur le plan de la communication. Nous allons tenter de lire ensemble entre les lignes de l'actu parce que nous n'oublions pas, la chose la plus importante en communication c'est d'entendre ce qui n'est pas dit, c'est la devise de l'émission, vous la connaissez par cœur. Au sommaire, cette semaine, 3 thèmes. D'abord la com catastrophe. Les représentants de l'État se sont affichés sur tous les sites pour incarner l'action gouvernementale, l'action des pouvoirs publics, une obligation institutionnelle évidemment, mais obligation aussi évidemment largement médiatique. La com, montagne russe maintenant, comme d'Emmanuel Macron, entre l'avènement tout en contrôle de En Marche et les révélations beaucoup moins en contrôle de la presse sur ses problèmes fiscaux, il a tout connu cette semaine, le ministre de l'économie. Et puis la com désastre, avec Karim Benzema, on le croyait au plus bas dans l'opinion, eh bien pas du tout. Il aggrave son cas en mettant sa non-sélection sur le compte du racisme. Peut-on redorer son blason ou bien la cause est-elle perdue ? Et avec nous pour étudier ces thèmes, Jacky Isabello, le fondateur de l'agence de conseil Coriolink. Bonsoir Jacky. Bonsoir Julien. Également Anne-Claire Ruel, professeure de communication politique. Bonsoir Anne-Claire. Et Nicolas Boudot qu'on retrouve. Rebonsoir Nicolas. Rebonsoir Julien. Associé du cabinet Tilder. On va donc commencer, si vous le voulez bien, avec les inondations. Les représentants politiques et les représentants gouvernementaux se sont démultipliés depuis 48 heures. C'est le don d'ubiquité pour s'afficher à peu près partout. On a vu 3 membres du gouvernement à 3 endroits différents. Hier, Bernard Cazeneuve et Ségolène Royal. Et puis aujourd'hui, Manuel Valls qui était ce matin à Nemours avec un seul mot à la bouche, solidarité. Regardez. J'ai constaté, nous le disions avec Madame le maire, l'immense solidarité. D'abord pour marquer ma solidarité, cet élan de solidarité. Donc mon message, c'est un message de solidarité, mais solidarité, vigilance. Puis c'est aussi un message de solidarité. C'est une ville qui a besoin du soutien de la solidarité de l'État. Et encore, je peux vous dire qu'on ne les a pas tous mis. Anne-Claire Ruel, pourquoi c'est si important comme ça de foncer sur l'événement avec les caméras ? Tout simplement pour montrer que le gouvernement est là, c'est la démocratie compassionnelle, c'est ce que Myriam Revaud-Dallon appelait dans son livre L'homme compassionnel. Il faut montrer qu'on est présent, qu'on est solidaire, qu'on est empathique. Là, ce qu'il nous fait dans ce petit extrait, là aussi, ça s'appelle le sample en communication. C'est-à-dire qu'on martèle un message pour être sûr que c'est bien repris par les caméras et qu'on va bien entendre ce message empathique qui est « soyons solidaires avec les personnes sinistrées ». Jacky Isabello, il y en a une qui est très forte dans l'empathie. C'est Ségolène Royal, elle en a fait un petit peu sa spécialité. On va la voir peut-être tout à l'heure, Ségolène Royal, dans une scène digne d'Apocalypse Now. Elle était en hélicoptère, filmée comme ça, pratiquement en direct. Comment on fait pour éviter justement l'écueil de la mise en scène et garder le côté empathique des choses ? Alors, la mise en scène, il faut la rechercher. Maintenant, les effets de la mise en scène sont plus recherchés que les moyens de la mise en scène. Pour des hommes politiques et des femmes politiques, il y a 2 grandes situations. La grosse angoisse, c'est Jean-François Mattei qui, sur la terrasse de sa maison, nous parle de la canicule, comme si genre, attendez, quittez pas, je vais prendre un petit café, un petit Ricard, pardon pour les marques. Et les gens ont très très mal vécu cette situation. À l'opposé, aux États-Unis, rappelez-vous, en 2005, lorsque l'ouragan Katrina a totalement dévasté et ravagé la Nouvelle-Orléans, là, on a découvert un pays ultramoderne, hyper technologique, qui était totalement, pardonnez-moi, c'est notre dernière, à la ramasse en matière d'accompagnement de la gestion de risque. Et le gouvernement Bush, à l'époque, une nouvelle fois, a été ridiculisé partout sur Terre parce que le gouvernement central avait été incapable de faire ce que font très très bien nos soldats, nos sapeurs-pompiers qu'il faut féliciter, la coordination de l'ensemble des moyens. Là, les préfets font un travail formidable. Alors, il faut le montrer. Cette scénarisation, elle est importante et elle rassure les gens parce que les gens ne sont pas si informés que ça et c'est bien de leur montrer. Et elle permet aussi, Nicolas Boudot, aux représentants politiques d'aller sur un domaine où ils ne seront pas critiqués, où ils ne seront pas pris à partie. Évidemment qu'il faut aider les sinistrés, tout le monde est d'accord.
Oui, absolument. Et il serait pris à partie s'il n'y allait pas. C'est-à-dire que ça ne sert à rien. On n'imagine pas que les ministres vont écoper avec les pompiers. Mais en tout état de cause, comme vient de le dire Jacky, s'il n'y allait pas, alors là, il serait critiqué. Donc c'est une pure action de communication politique, une sorte de passage obligé, en effet, qui date de 2003 en France et de la communication complètement ratée de Jean-François Mattei, qui lui a coûté son poste de ministre d'une part, sa réputation d'autre part, et 13 ans après, on en parle encore. Anne-Claire Ruel. Oui, et pour revenir sur Bush, il avait complètement raté justement cette intervention-là, ce qui fait que Obama, au moment de Sandy, l'ouragan, il avait vraiment justement été sur place. Il jouait vraiment sur l'image avec une image compassionnelle, en prenant dans les bras les sinistrés, moins sur les mots que sur l'image en elle-même, sans dire un mot. Alors, la comparaison, Julien, si je peux me permettre par rapport aux États-Unis, c'est que les Américains, en 2005, se sont totalement plantés parce que, pour eux, le grand risque, c'était le terrorisme. Le 11 septembre 2001. En France, le grand risque, c'est le terrorisme. Eh bien, malgré ça, vous voyez qu'on est toujours en train de se flageller. Eh bien, nos soldats, nos pompiers, qui sont fatigués, eh bien, ils sont là quand les gens en ont besoin. Et en France, on est bon dans ce domaine-là aussi. Et de temps en temps, il faut le dire, même si c'est pour gérer des situations catastrophiques. Allez, autre thème ce soir, le feuilleton Macron. Bah oui, le feuilleton, parce qu'il y a eu un certain nombre d'épisodes qu'on peut résumer d'ailleurs en plusieurs actes. Il a tenu le haut de l'affiche ces derniers jours, le ministre de l'économie. Acte 1, le lancement officiel le week-end dernier de son mouvement En Marche, lancement sur Facebook avec Nicolas Boudot, on le remarque d'emblée, toujours cette volonté de donner la primeur aux réseaux sociaux. Ça, c'est un marqueur, depuis le début, il s'y tient. Oui, c'est un marqueur qui fonctionne parce que sa cible, forcément, elle est jeune, elle est moins politisée que la moyenne, ou si elle est politisée, il veut rassembler de manière extrêmement large, et fondamentalement, il est jeune, il veut donner une image jeune, et la meilleure façon de le faire, c'est sur les réseaux sociaux, même si l'image est un petit peu statique, un peu cadrée de trop près, ça fait un peu artisanal et amateur, c'est sans doute recherché. Là, c'est peut-être un peu trop recherché et un peu raté. Mais malgré tout, il a raison de faire ça, et il a raison de se concentrer sur les réseaux sociaux avant peut-être petit à petit de basculer sur des médias plus traditionnels. Surtout que naturellement, les images des réseaux sociaux, elles finissent toujours par dériver, si l'on peut dire, sur les médias traditionnels. Et l'expression dériver est adaptée, puisque regardez-le à bord de cette barque balade bucolique avec l'un des élus de la région de Montpellier. Il y a eu des images que, évidemment, le ministre a laissé filtrer sur le compte Twitter, je crois, du député qui l'emmène ici. Le ministre, donc, sur une barque, on n'imagine pas une seconde, Jacky, Isabello, que ces images aient filtré sans l'aval du ministre. Ou alors peut-être avec l'aval de Brigitte, qui s'occupe maintenant de la communication. Sa femme, vous avez vu, elle a orchestré quand même les choses de main de maître. Alors, je serais bien qu'on soit pas d'accord. Si on se souvient de l'épisode Paris Match, bon voilà, c'est contestable, mais bon, allez-y. Moi, je faisais partie de ceux qui, honnêtement, trouvaient la stratégie d'Emmanuel Macron très mauvaise. Donc, je ne vais pas commenter ça. Il est extrêmement jeune. C'est quelqu'un qui aurait dû conduire une stratégie à la Cincinnatus. Il a bien bossé. En quelques mois, il est devenu ultra populaire. Toutes les enquêtes de communication montrent que personne n'est arrivé aussi vite à un niveau de popularité aussi élevé que lui. Et là, il commence à construire un mouvement, nous expliquer qu'il va être politique, qu'il va devenir président de la République. Il n'a même pas conquis une circonscription. Sa stratégie, c'est une stratégie de quelqu'un qui s'est fait enfumer par les flatteurs, les visiteurs du soir, comme on les appelait à l'époque de François Mitterrand. Et pour reprendre la phrase d'un ministre qui me l'a dit à moi, et je ne donnerai pas son nom, quand on fait des conneries trop jeunes, on les paye pendant 10 ans. Il est en train de faire tout un tas de choses. Et ce qui lui arrive aujourd'hui, c'est les plus anciens qui lui disent « Fais attention Emmanuel, on a quand même quelques points de pression et tu es comme nous assez sensible à la fluctuation de ton image, aux fluctuations de ton image. » Juste d'un mot, Cincinnatus, c'est quoi ? Eh ben, vous savez, c'est ce grand soldat, on a fait un film aussi sur lui, qui après avoir mené de grands combats pour l'Empire romain, retournait chez lui, cultivait ses champs. Arnaud Montebourg a utilisé cette image lorsqu'il a quitté le gouvernement pour dire « je me retire, je vais devenir entrepreneur » parce que le Cincinnatus moderne, c'est un entrepreneur. Bon,
il n'a pas tenu bien longtemps, semble-t-il. Le point fort aussi ou marquant sur lequel Emmanuel Macron a voulu communiquer, ce sont ses rencontres avec des gens, démocratie participative, mais parfois les rencontres, ça tourne un petit peu mal. C'est l'acte 2 de cette séquence, le désormais célèbre épisode du costard Emmanuel Macron face à 2 grévistes, et le dialogue va vite devenir vestimentaire. Anne-Claire Ruel, c'est un grand classique, ce genre d'apostrophe qui échappe à tout contrôle. C'est un grand classique. Moi, ce qui me frappe sur les 2 séquences qu'on vient de voir, c'est que c'est vraiment, on rentre dans l'euro là, mais c'est joue là comme Sarko. On dirait du Sarko en 2007. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Sarko en Camargue avec les journalistes en charrette de côté. Là, ils sont sur une barque à côté de Macron. Il y en a moins. Sauf que juste sur la photo Sarkozy, il y a juste à côté du cheval une charrette avec plein de journalistes, justement, ce qui n'était pas le cas sur la barque. Ils étaient moins nombreux, mais il y avait quelques images quand même, des gens qui prennent des images de manière, je pense, complètement... non, c'était pas des journalistes, c'était le député local. Voilà, mais bon. Et donc là, c'est impressionnant aussi cette idée de travailler plus pour gagner plus. Ouais. Et là, l'idée du costard comme ça, ce qui est frappant, c'est quand même... on se demandait avant, mais pourquoi les politiques ne parlent plus aux classes populaires ? Maintenant, on a compris un petit peu parce qu'il y a une forme quand même de mépris qui ressort et je pense que ça va rester longtemps. C'est dans la lignée des Rolex. Si tu n'as pas une Rolex à 50 ans, le mot costard est un mot qui forcément imprime le mot sans dents pour François Hollande, c'est exactement la même chose. Ce sont des mots totems, c'est-à-dire des mots qui restent et qui sont très emblématiques d'une forme de pensée, et ça va rester longtemps. Et je pense qu'il va le payer longtemps. Il y avait eu les illettrés aussi, Nicolas Boudot. Dès le début. Il commence à, il commence à avoir un petit passif du point de vue de la com, Emmanuel Macron, quand même. Oui, je ne suis pas certain que ce soit si mauvais que ça. Ah bon ? Ouais. Moi non plus, je ne suis pas certain du tout. Pourquoi ? Je pense que les jeunes aujourd'hui, le monde de l'entreprise leur fait moins peur. Pas pour devenir milliardaire, mais pour être entrepreneur, pour avoir sa propre liberté. Ouais. Parce qu'il y a l'ubérisation de l'économie qu'ils ont déjà intégrée, cette génération, et qu'on appelle Y, Z ou K maintenant. Et fondamentalement, le fait de devenir dirigeant d'entreprise, de devenir patron, ça leur fait pas peur. Et le fait de se dire, peut-être qu'on sera patron en t-shirt comme Mark Zuckerberg, ça pose pas tellement de difficultés non plus, ou en costume, même si on imagine que le ministre a des costumes de prix et de qualité, ça coûte pas si cher que ça non plus. Donc franchement, la ligne d'Emmanuel Macron, je pense qu'elle est pas si mauvaise. C'est à peu près 1002 le costume. Mais bon. Et c'est un petit peu quand même opposé complètement de 2 catégories de population. Je veux bien que ce soit l'homme sans costard. Qu'en pensent les gens quand j'ai entendu parler de ça, j'ai regardé, je me suis dit, la forme n'est pas bonne, parce qu'il est agressif. Il aurait dû parler plus lentement, et il aurait dû jouer la carte de la proximité, éviter les gestes saillants, qui était la grande façon de faire de Chirac avant qu'il soit reformaté. Et puis, je vais vous citer quelqu'un de très important pour moi, qui est ma fille Juliette. Elle a entendu la phrase, et je lui ai dit, t'en penses quoi ? Elle me dit, à part travailler pour se payer un costard, elle me dit, tu veux faire comment ? Les gens n'ont pas mal pris le fond du message. La forme, oui, mais le fond, ils se sont dit, quand même, qu'un ministre nous dise qu'il faut bosser pour se payer quelque chose. Il s'est justifié sur la forme, justement, Emmanuel Macron. Regardez, alors c'est dans une interview de presse écrite, il s'est justifié sur la forme, il n'y a aucun mea culpa. Au contraire, il dit, j'ai ni mépris ni démagogie, simplement on ne tutoie pas un ministre, on ne l'invective pas, j'attends d'eux qu'ils respectent les représentants des pouvoirs publics. C'est pas du tout un mea culpa, Nicolas Boudot. Mais non, et il a raison. Je vois pas au nom de quoi quelqu'un qui serait en t-shirt aurait plus de droit à la parole et serait plus légitime à apporter un message que quelqu'un qui a une cravate et un costume. C'est un peu, on va pas dire le délit de sale gueule comme Jospin vis-à-vis de Chirac en 2002, mais il y a un peu de ça. Il y a un peu un discours de classe, si vous voulez, un discours idéologique, marxiste pour le dire directement, et Emmanuel Macron a réussi
franchement, si on se met de son côté, à le retourner maladroitement, mais il a réussi. Ouais, non, pas sûr du tout. D'ailleurs, regardez la une du Parisien, je crois que c'était mardi, un costume trop grand pour lui, évidemment, retournement d'image, alors que les médias étaient plutôt en amoureux jusque-là. Et puis ensuite, il y a eu l'acte 3. Alors là, l'acte 3, c'est le plus rude. Hein. Le lendemain, le Canard enchaîné et Mediapart qui révèlent qu'il a eu des démêlés avec le fisc sur l'ISF. Il a fini par payer un rattrapage. Et sur ce point aussi, la réponse du ministre a été pas du tout dans le mea culpa, mais au contraire dans la contre-attaque. Regardez. Je ne suis dupe de rien, sachez-le. C'est-à-dire le fait que ces derniers jours ou ces dernières semaines, il y a un emballement sur à peu près tous les sujets pour essayer de soit me déstabiliser, soit me fragiliser, soit penser sans doute salir l'action qui est la mienne, je ne suis pas naïf. Anne-Claire Ruel, vous pensez quoi de cette riposte du ministre ? Oui, il fonctionne à chaque fois en forme de contre-feu, quoi. Pour moi, voilà, c'est un tempérament à la Sarkozy de 2017. 2017 lapsus, vous voyez. Parce que ça joue, je ne sais pas, on va avoir des révélations. Mais c'est ça, il est offensif. Ouais. C'est sa technique en ce moment de communication pour se démarquer et être hors système, hors parti. L'épisode est clos, Nicolas Boudot ? Sur celui de l'ISF, je parle. Sur ça n'a pas pris tant que ça, cette histoire. Voilà. Non, ça ne prendra pas parce que plusieurs ministres on s'habitue à force. ont déjà vécu cette situation. Il a estimé son patrimoine, c'est arrivé à Michel Sapin. Oui. Il n'était pas d'accord avec l'institution. Il leur a fait savoir. Oui. Et tant qu'il n'est pas d'accord, il n'a pas à payer. Donc ça a été montré en départ. Mais ce qui n'est pas bon, c'est que les gens sont en train de l'atteindre. Et on voit qu'il n'est pas serein. Il aurait fallu mettre en scène la sérénité, avec un peu d'humour, ce que fait très bien aujourd'hui Alain Juppé, jouer la carte de l'autodérision. Donc on voit que les cartouches qui sont mises dans le jukebox l'atteignent. Et si on l'atteint, il va finir par faire de vraies erreurs de communication qui la blesseront et choqueront les gens. Il y en a un autre qui a fait pas mal d'erreurs de communication depuis plusieurs mois, plusieurs semaines et maintenant plusieurs jours. C'est Karim Benzema. Alors on est même au-delà de l'erreur de communication pour dire les choses. On est quand même dans le dérapage complet. À son image, on a pris un sacré coup après ses déclarations choc dans le journal espagnol Marca, journal sportif. Je vous les rappelle, ces déclarations. Didier Deschamps a, dit-il, cédé à la pression d'une partie raciste de la France en ne me sélectionnant pas pour l'Euro 2016. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette phrase, c'est la dernière salve d'une série d'attaques sur le même thème. Salve déclenchée par Eric Cantona, qui a insinué, lui, dans un journal anglais, le Guardian, que Didier Deschamps ne sélectionnait pas et Ben Arfa et Benzema parce qu'ils sont maghrébins. Et puis ensuite, voilà pour la phrase de Eric Cantona, Benzema, grand joueur, Ben Arfa, grand joueur, mais Deschamps, il a un nom très français. Peut-être qu'il est le seul en France à avoir un nom vraiment français, une phrase assez étrange, mais bon, voilà, c'est du Cantona. Et puis ensuite, Jamel Debbouze, qui a regretté que ces deux joueurs paient, d'après lui, encore une fois, la situation sociale de la France. Nicolas Boudot, l'image de Benzema, elle était déjà brouillée en France. C'est pas prêt de s'arranger, hein. Ah non, mais là, il a acté le fait qu'il ne jouerait plus comme en sélection nationale. Il l'a démontré. Il parle à un journal espagnol avec la médaille de sa victoire à la Ligue des Champions. Et puis, il se victimise sur un sujet qui fondamentalement le dessert, même si en communication c'est pas si mal joué de sa part, parce que là tout le monde va finir par croire que c'est pour des raisons obscures qu'il n'a pas été sélectionné, alors même qu'on connaît les raisons. C'est tout simplement parce qu'il a été mêlé à une affaire un peu sordide de sextape avec Valbuena. C'est pour ça qu'il n'est pas sélectionné, c'est pas sur ses capacités, c'est pas sur son nom de famille, c'est pour ça. Et là, il réussit à allumer un contre-feu maladroit avec des ambassadeurs Cantona et Jamel Debbouze maladroit, et ça envoie une image absolument déplorable de victimisation. C'est-à-dire, si tu n'as pas quelque chose, victimise-toi et peut-être que tu obtiendras soit un soutien, soit que tu obtiendras ce que tu veux. C'est complètement absurde. Et puis, c'est une forme de racisme à l'envers. Et c'est ça le plus grave. C'est que, fondamentalement, c'est une forme de racisme à l'envers. Le fait de ne pas être sélectionné sur son nom, ça voudrait dire quoi ? Qu'il y a un bon racisme, un mauvais racisme, un racisme tolérable et un autre qui ne le serait pas. T'as chose à faire, Anne-Claire Ruel, quand on est aussi bas comme ça dans l'opinion publique, parce que c'était le cas de Benzema déjà avant cette petite phrase. C'est quoi ? Il faut faire le dos rond, jouer l'humilité, attendre que ça passe, et puis au bout d'un moment, voilà, on pardonne tout. Oui, alors déjà, je vais dire la même chose que j'ai dit il y a quelques mois déjà sur Benzema, c'est muscle ton jeu en communication, Karim, parce que là, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Ce qu'il faut faire, c'est
Elle connaît ses classiques, hein. Aimé Jacquet à Robert Pires. Voilà. Oui, je suis une grosse fan de foot, voilà, tout le monde le sait ici. Mais c'est vraiment, il faut effectivement ne pas allumer. C'est une technique de communication qui s'appelle l'écran de fumée. Donc, c'est-à-dire qu'on va déplacer le problème. Le problème, c'est que juste, il a été mis en examen et c'est tout, quoi. C'est pour ça qu'il n'a pas été sélectionné. C'est un très bon joueur. On revient sur les faits, encore une fois, c'est un très bon joueur. Mais il faut qu'il se taise et qu'il reconstruise son image au fur et à mesure. Et c'est la seule chose à faire pour lui. Alors, sur les autres personnages qu'on vient de citer, ils ont mis une seconde salve par rapport à leur première déclaration. Et là aussi, les registres sont très différents. Éric Cantona a parlé dans Libération et lui, il persiste et signe. En revanche, Jamel Debbouze, lui, il a mis une forme de mea culpa. Aujourd'hui, c'était sur RTL chez Stéphane Bern. On l'écoute. Je ne m'attendais pas à ce que ça prenne autant de proportions. Je suis un citoyen avant d'être un comique et j'ai livré un sentiment. J'aurais jamais cru que ça prenne autant de place. J'en suis désolé. Comment on peut faire maintenant pour calmer le jeu ? Être avec les Bleus, être tous derrière l'équipe de France. On a un euro à gagner, ça c'est important. Oui. Et puis ne pas les perturber avec nos conneries. Je voudrais juste en profiter pour dire à Didier Deschamps que je suis avec eux. Voilà, on préfère évidemment, Jackie Isabello, entendre ça. On peut croire Jamel quand il dit qu'il n'a pas mesuré l'impact de ses propos, vous croyez ou pas ? Jamel, il a été un petit peu instrumentalisé. Et Karim Benzema, il a été énormément instrumentalisé. Tout à l'heure, Anne-Claire vous a donné des noms de techniques. Là, ce qui s'est passé, c'est que Éric Cantona a procédé selon une technique qui s'appelle le news hacking, le news jacking. C'est-à-dire qu'il s'est greffé à une ambiance générale autour de la place de l'islam, le terrorisme, le communautarisme, etc., etc. Et il a attrapé l'actualité. Jacking, c'est détourné. Hein. Exactement. Il a détourné cette tendance et il en a profité pour faire quoi ? Il a réglé des comptes, Éric Cantona. Cantona, il n'a pas été sélectionné en 95, lui et Ginola, parce que la grande gueule, Éric Cantona, Aimé Jacquet. 98. Exactement. Mais déjà en 95, il avait été exclu. Il n'a pas fait l'Euro avec l'équipe d'Aimé Jacquet. Ouais. Et donc il a été exclu parce que Aimé Jacquet, qui est une espèce de janséniste de la Loire, lui a dit « Pas dans mon équipe, je suis en train de reconstruire quelque chose ». Et qui faisait partie des cadres à l'époque d'Aimé Jacquet ? Didier Deschamps, évidemment. Exactement. Ouais. Et les cadres de l'équipe donnent leur avis. Et donc Cantona, il est en train de régler des comptes. Et ce qui est déplorable, c'est qu'il le fait sur le dos de quelqu'un qui n'est pas en capacité d'analyser tout ça. Et là, le pauvre Karim Benzema, il est en train de se décrédibiliser, mais absolument totalement. Et comme l'a dit Nicolas, sa vie en équipe de France, mais demain, peut-être sa carrière en France pour toute autre chose dans le foot, elle est aussi ruinée. Et ça, c'est vraiment dommage. Il faut qu'il se récupère, Karim Benzema. Pendant ce temps-là, comment réagit le groupe France ? Didier Deschamps a réagi aujourd'hui en disant qu'il ne voulait pas réagir. Et hier, 2 joueurs sont venus en conférence de presse et on voyait bien que la phrase avait été apprise vraisemblablement juste avant. Évidemment, les joueurs savaient qu'on allait leur poser cette question-là, l'encadrement de l'équipe de France aussi, et ils avaient été bien briefés. Écoutez. Je ne suis pas là pour parler de ça, je suis là pour parler de l'Euro et des 23 joueurs. Je ne suis pas là pour parler de ça, moi je suis là pour préparer l'Euro avec mes coéquipiers. Je suis focalisé sur l'Euro, si on commence à regarder à droite à gauche, on va jamais s'en sortir. Il y a beaucoup de blessés, il y a un groupe à construire, donc voilà. Voilà, 3 réactions au total, Nicolas Boudot. On l'entend l'élément de langage, là, comme si on était dans la war room juste avant. Oui, nous, on est là pour parler de ça tombe bien. Là, on voit que les joueurs sont hyper encadrés. Depuis 2010, c'est assez logique. On sait que l'encadrement de l'équipe de France les suit, prépare leurs éléments de discours. Ce qu'on attend d'eux, fondamentalement, c'est qu'ils soient bons sur le terrain, qu'ils parlent moins. Puis la meilleure façon de faire taire Karim Benzema, Éric Cantona et Jamel Debbouze, malgré son mea culpa, c'est de mettre une pile à la Roumanie et si possible de gagner l'Euro. C'est sûr, ce sera le 10 juin et on aura le temps largement d'en reparler sur LCI puisque, je vous le rappelle, dès le 6 juin, émission spéciale de 20h à 21h que j'aurai l'honneur d'animer. Et donc, je ne serai plus en votre compagnie dans cette émission, mais j'étais ravi de partager la saison avec vous. Vous revenez, cela dit, évidemment, la semaine prochaine. Ce ne sera pas moi, mais bon, l'émission, comme toujours, ça va continuer. Et l'info, elle continue tout de suite sur LCI, un nouveau journal.